Donc, on a le plaisir d'accueillir Monsieur l'ambassadeur de France, Alain Leroy, que nous sommes croisés de temps en temps dans nos différentes fonctions. Et merci infiniment d'être là, au titre d'ailleurs de l'Association française de l'ONU, mais surtout au titre de vos très nombreuses fonctions d'ambassadeur et surtout de spécialiste de maintien de la paix. Alors, votre dernier poste d'ambassadeur a été ambassadeur à Rome, ce qui, moi, me plonge dans une jalousie absolue, si vous voulez. Voilà, sûrement, voilà. Mais vous avez eu des postes très difficiles. Je me souviens en particulier à Sarajevo, etc., en maintien de la paix. C'est là qu'on s'était croisés, d'ailleurs, à la présidence de la République. Et d'autre part, vous avez aussi, enfin, vous avez une expérience tellement diverse. Vous avez quand même une particularité, si je puis me permettre, dans votre carrière, c'est que vous n'avez pas, au début de votre carrière, eu un début diplomatique, mais vous avez une carrière de privé, d'ingénieur, et c'est un profil, il n'y en a pas tellement au Quai d'Orsay comme ça, ce qui je trouve, donne une vision très, très passionnante, en fait, et double de votre parcours. Je l'ai dit avant que vous arriviez, mais vous le savez comme moi, les changements gouvernementaux ont fait qu'Aurélien de Chevalier est devenu donc directeur de cabinet du ministre et est à New York avec le ministre et le président de la République. Et donc, nous avons cherché quelqu'un hier pour remplacer son intervention, mais ça n'a vraiment pas été possible parce que tout le monde est dans la délégation du président de la République. Grâce, en fait, à quelques recherches, nous avons pu avoir quelqu'un de la société civile qui va intervenir en visio, qu'on a donc grâce à Simon Luc du comité 21 aujourd'hui. Nous allons avoir quelques interventions de l'adjointe au maire de Tours chargée des affaires internationales qui nous donnera un peu le caractère vivant, si vous voulez, du sommet, et surtout qui parlera au nom des collectivités locales et de l'ensemble de la société civile. Mais si vous en êtes d'accord, on va un peu cadrer déjà ce sommet. Avant de parler des textes qui ont été adoptés, je voudrais que vous nous parliez de sa genèse et de sa place, en fait, la place du sommet du futur dans l'organisation générale de l'ONU. C'est quand même une négociation de plus de 2 ans. Et voilà, comment est-on arrivé à ces 2 jours, très tendus d'ailleurs, je veux dire, on l'a lu et on le verra dans les différentes interventions, mais qui sont quand même arrivés à un texte et où plus que jamais, on le verra, les commentateurs disent le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, etc. Et après, donc, je me permettrai de vous interroger sur votre opinion, après qu'on ait l'un et l'autre peut-être un peu décrit pas tout, parce qu'il y a 60 pages, je crois, 67 pages, voilà, pas tout, mais enfin qu'on ait donné les lignes directrices de ce pacte. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Pardonnez-moi pour ce retard, j'étais déjà avec M. Bourlange, je en parlerai, c'était pas inintéressant. Bien, donc la genèse simplement, c'est l'idée de dire, c'est parti du paradoxe actuel, c'est de dire le monde, le multilatéralisme, en gros, est en crise, pour dire vite, chacun sait bien, on dit bien que l'ONU est critiquée en permanence et les différentes organisations multilatérales aussi, à un moment où il est de plus en plus nécessaire. Le multilatéralisme est absolument nécessaire sur les pandémies, sur le terrorisme, sur la cybercriminalité, etc. Il y a besoin de travailler à plusieurs, à beaucoup plusieurs. Et donc l'idée est de dire, bien sûr, l'ONU est en difficulté, on le voit très bien, chacun sait, les 17 vétos russes sur la Syrie. Bon, et je pourrais parler aussi de comment c'est venu cette affaire du veto. Mais donc, simplement, personne n'a d'autre idée pour la gouvernance mondiale en matière de paix et de sécurité que l'ONU. Il n'y a aucune. Alors, c'est évidemment pas les BRICS, c'est évidemment pas le G20. Les divisions au sein du G20 sont aussi fortes. La Russie est au G20, donc les divisions sont très fortes. C'est pas les BRICS qui ont un pouvoir, certains PIB importants, mais tellement de différences entre eux. Oui. Je me permets de vous interrompre. Nous avons un public très savant, j'en suis sûre, mais nous avons aussi un public étudiant. Est-ce que d'un mot, vous pourriez dire
dire G20, etc. De la composition Ah, pardon, d'accord. Non, je disais donc les modes d'organisation. Il y a l'ONU et sinon il y a des modes d'autres organisations. L'Union européenne, chacun connaît. Il y a le G7 qui est donc le groupement des 7 pays les plus industrialisés. Et puis a été créé à partir de 2008 ce qu'on appelle le G20, qui est le regroupement de, non seulement, c'est de dire, c'est pas que les 7 pays industrialisés, on pourrait dire c'est l'Ouest, c'est l'Occident, même si dedans il y a le Japon. Au contraire, prenons l'ensemble des grands pays qui comptent, et donc le G20, c'est le G7, plus en particulier le Brésil, l'Afrique du Sud, non pas l'Afrique du Sud, pardon, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, bien sûr, voilà, les grands pays, l'Indonésie, l'Argentine, voilà, donc le Mexique, voilà, c'est les 20 pays qui comptent, qui ont les PNB les plus importants dans le monde, et en train de dire, trouvons une enceinte dans laquelle discutons ensemble des différents sujets. Le G20 a assez bien fonctionné, à peu près a fonctionné d'ailleurs au moment après la crise financière de 2008. Mais malheureusement, comme vous savez, comme je viens de le dire, dedans sont la Russie et la Chine. Et donc les différences venues avec la Russie en particulier, font que le G20 a autant de difficultés à produire des communiqués, produire des décisions que les autres enceintes comme l'ONU, etc. Donc, et puis alors, les BRICS, je rappelle, les BRICS, c'est au contraire, c'est uniquement les 5, c'était au départ les 5 pays, donc c'est des initiales de Brésil, Russie, Inde, Chine, S, c'est pour Afrique du Sud, South Africa. Donc ces BRICS, c'est une alliance qui a son poids, qui est clairement pour montrer une autre forme d'organisation mondiale que l'organisation héritée de l'Occident. Et ces BRICS ont un certain succès, puisque l'année dernière ont été ajoutés 5 autres pays. De mémoire, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, et encore un ou deux autres, je crois l'Indonésie. Bien. Mais ces BRICS, eux-mêmes, ont beaucoup de différences, parce qu'entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud ou le Brésil, les différences à la fois de développement et de niveau sont très fortes. Donc, je vais vite là-dessus. Il y a beaucoup d'autres organisations. Simplement, aucune d'entre elles n'a une vocation universelle, comme à l'ONU. Bien. Sur la genèse, 10 secondes, si vous permettez, sur ONU. Chacun sait que l'ONU est née en 1945, après l'échec de la SDN. Mais peut-être sur le mode d'organisation mondiale, juste un mot sur la SDN, parce qu'on n'arrête pas de dire que la SDN n'a rien fait, elle était incapable d'arrêter la Deuxième Guerre mondiale, etc. C'est vrai, mais elle a quand même fait un certain nombre de choses. Alors, premièrement, d'abord, elle a été créée à l'initiative des États-Unis, du président Wilson, par ces fameux 14 points en 1918, quand il annonce ce qu'il veut faire. Le président Wilson dit qu'il faut créer une société des nations pour une gouvernance mondiale, donc avec une vision vraiment à très long terme. Bon, alors il se trouve qu'ensuite les États-Unis, le Congrès américain a refusé d'y participer, mais la SDN a eu lieu. Et cette SDN, bien sûr, on voit qu'elle a ses échecs. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et avant, en 1933, le Japon et l'Allemagne ont quitté, bien sûr, la SDN. En 1937, c'est l'Italie qui est partie aussi. Et un point intéressant sur la SDN, moins connu, c'est qu'en 1939, en décembre 1939, la Russie a été exclue de la SDN pour son invasion de la Finlande. Et alors certains, au début de l'affaire en Ukraine, certains ont dit mais pourquoi on n'exclut pas la Russie qui viole la Charte des Nations Unies de l'ONU? Et donc il y a l'article 6 des Nations Unies qui le permet, mais elle permet d'exclure un pays des Nations Unies s'il ne respecte pas la Charte de l'ONU de façon permanente. Bien, mais cette décision se prend sur décision de l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil de sécurité. Autrement dit, la Russie peut très bien, au sein de la sécurité, mettre son veto. Voilà. Donc, mais la SDN ne pouvait le faire. Bien. Alors, je vais très vite, je reviens là-dessus. C'est peut-être un autre point quand même sur Genèse, ONU moins connu quand même. C'est en 1945, donc elle est née en 1945, chacun sait, le 24 octobre 1945, la conférence de San Francisco à partir de février. Mais elle a été préparée par un grand nombre de réunions préparatoires, par un certain nombre de visionnaires. Le principal était Cordell Hull, qui était le secrétaire d'État de Roosevelt, donc le ministre des Affaires étrangères de Roosevelt aux États-Unis. C'est lui qui a eu cette idée d'établir un début de charte. Je note d'ailleurs qu'il a eu le prix Nobel de la paix après la guerre, je crois en 1947. Bien. Et donc cette vision, elle a été ensuite, il y avait un certain nombre de réunions, la charte de l'Atlantique, les réunions de Moscou en 1943, de Téhéran en 1943, puis bien sûr après de Yalta, février 1945. Le point que je voulais juste signaler là-dessus, c'est que dans toutes ces réunions, il y avait chaque fois les Américains représentés par Roosevelt, les Britanniques représentés par Churchill, la Russie par Staline, on connaît bien la photo de Yalta, et puis parfois la Chine, son ambassadeur ou son ministre.
mais en aucun cas la France. Et donc là, je trouve que c'était assez admirable que la France ait réussi par un tour de passe-passe, et là on peut dire peut-être grâce au général de Gaulle, d'être quand même à la table des vainqueurs dans le siège de membre permanent, alors qu'elle était dans aucune des réunions préparatoires, aucune, pour des raisons bien évidentes, mais elle a commencé à y être. Bon, alors tout ça... Exactement. Et grâce à Churchill, qui a évidemment, il voulait vis-à-vis des Américains que l'Europe ait plus de poids, donc il a fait venir les Français. Bon, je passe sur tout ça. Si vous avez des questions, bien sûr, on pourrait revenir. Pour revenir plus précisément à la question que vous m'avez posée, la genèse, là, c'était donc, dans le contexte de ça, c'est de dire, l'ONU a remplacé la SDN, mais aujourd'hui, personne n'a la moindre idée pour dire qu'est-ce qui pourrait remplacer l'ONU. Donc, l'idée de base, c'est de dire, puisqu'on ne peut pas la remplacer, il n'y a pas d'alternative, ben, au moins, essayons de la réformer, parce que c'est quand même un modèle de gouvernance mondiale, du multilatéralisme, qui a fonctionné. Alors, pour moi, il a fonctionné très concrètement, y compris, ça j'ai vécu, j'étais donc secrétaire général adjoint de l'ONU à ce moment-là, de 2008 à 2011, pour moi, jusqu'au 15 mars 2011, qui est la date à laquelle a été votée la résolution sur la Libye, autorisant Français et Britanniques à intervenir en Libye. Et cette résolution a été votée et la Russie ne s'y est pas opposée. Pourquoi? Parce que le président de la Russie à ce moment-là était M. Medvedev et pas M. Poutine. M. Poutine était Premier ministre, donc elle a laissé passer ça. Et comme vous savez, cette opération en Libye, c'était pour prévenir les attaques contre les civils dans l'est de la Libye, à Benghazi. Et donc, c'est intervenu. Et puis, quelques mois après, le chef d'État de la Libye, le professeur Kadhafi, a été tué. Et donc, les Russes ont considéré que, depuis ce moment-là, que les Occidentaux, on ne pouvait vraiment pas leur faire confiance, on leur donnait une petite autorisation. Ils faisaient semblant de croire qu'ils voulaient protéger les civils. En vérité, ils voulaient du regime change, ils voulaient changer le mode d'organisation de la Libye. Donc, depuis ce moment-là, M. Poutine a une attitude extraordinairement dure au Conseil de sécurité, d'où tous les vétos, je l'ai dit, 17 vétos sur la Syrie. Et pour moi, donc, c'est vraiment le changement, parce que j'ai vécu, au contraire, pendant 3 ans, j'assistais au Conseil de sécurité tous les jours, de 2008 à 2011. Là, on se mettait d'accord sur tous les sujets. Moi, j'avais fait voter une résolution sur la Côte d'Ivoire à l'unanimité avec les Russes et les Chinois. De ce moment-là, c'est déréglé le fonctionnement du Conseil de sécurité et la Russie a mis un certain nombre de vétos. D'ailleurs, je signale au passage, la Russie, depuis l'origine, a mis 144 fois son veto, depuis 1945. Les États-Unis, 88 fois. Les Britanniques, 30 fois. La Chine, 19. Et la France, 18 fois. Et la France, je signale au passage que la dernière fois qu'elle l'a mis seule, c'était en 1976, sur Mayotte. Bien, étonnant d'avoir maintenant un secrétaire d'État. Je passe là-dessus. Donc en 1976, et la dernière fois qu'elle a mis avec d'autres pays, c'était en 1989 avec les États-Unis, avec les États-Unis et les Britanniques sur l'affaire de Panama. Mais donc, ça fait 44 ans que la France n'a pas mis son veto, même si certains s'en rappellent, en 2003, la France avait menacé de mettre son veto pour essayer de s'opposer à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Si, c'est celle-là, justement. C'est là que la France a menacé de mettre son veto en 2003, le fameux discours de Villepin. Et donc, les États-Unis, finalement, se sont passés d'une résolution de l'ONU. Et je le dis, peut-être dernier point sur ce thème. Jusque-là, jusqu'en 2011, toutes les crises passaient sur la table de l'ONU. Alors, il n'y a que 2 cas bien connus. Celui-là, c'est-à-dire la crise de l'invasion en Irak des États-Unis, qui s'est fait sans l'aval de l'ONU. Et la deuxième, ça c'était 2003, et la deuxième, c'était juste avant, 1999, l'opération de l'OTAN contre les bombardements de la Serbie pour l'affaire du Kosovo en 1999. Donc, ces 2 cas très bien connus, mais ça montre bien que s'il n'y a que ces 2 cas-là, ça veut dire que jusqu'en 2011, au contraire, toutes les crises se passaient devant le Conseil de sécurité qui disait oui, on peut intervenir, non, on ne peut pas intervenir. Il jouait vraiment son rôle. Et vraiment, pour moi, le changement paradigme, c'est à partir de 2011, l'affaire libyenne, dans laquelle la tension avec les Russes en particulier s'est accélérée. D'où, alors, j'en arrive vraiment très vite dans 2 phrases, vraiment à la bord de la question. Il n'y a pas d'alternative, donc il faut réformer. Donc, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a depuis 2 ans décidé qu'il fallait montrer au contraire que, comme il n'y avait pas autre chose, il fallait réformer l'ONU, puisqu'il a appelé ce qu'on appelait un programme commun du secrétaire général des Nations Unies. Donc ça fait 2 ans de négociations pour aboutir à un pacte de l'avenir. Tu l'as dit, il y a 67 pages, avec 2 annexes, un sur le pacte numérique mondial, un sur les générations futures, on en dira sûrement un mot tout à l'heure. Bien. Et simplement pour essayer de dire, mettons-nous autour de la table pour se mettre d'accord sur les principes qui doivent gouverner, qui doivent inférer la gouvernance mondiale des prochaines années.
Alors, il n'y a pas de terme, il ne dit pas 2100, comme moment on dit ça, mais on dit bien, et en particulier dans le texte, il y a une déclaration sur les générations futures, et le terme des générations futures, c'est pour la première fois, il donne une définition de ces générations futures, il dit les générations futures sont celles qui n'existent pas encore. C'est ça la façon, le texte dit que ça. Donc, autrement dit, c'est bien pour celles qui seront là en 2100 et au-delà. Donc, 2 ans de négociation pour aboutir à ce pacte de l'avenir. Si vous permettez, si vous en êtes d'accord, c'est très différent de l'esprit de 92. Parce que l'esprit de 92, Ruot et d'autres textes, ça dit toujours les générations présentes et futures. Et ça, je trouve que c'est une des différences, en fait, parce que et ça rejoint donc l'avenir rejoint le futur, comme on disait, on le verra. C'est pour les générations qui ne sont pas encore là. Et alors on ne se rend pas compte, mais juridiquement, ça ouvre un champ énorme parce que la voix des générations futures, il y a tout un mouvement de juristes qui essaye justement de la représenter. Alors, quand c'est présent et futur, finalement, c'est plus facile parce que les générations présentes s'arrogent le droit etc. Et donc, ça, c'est la première chose. Et vous verrez dans les extraits qu'on passe, la personne, donc l'adjointe au maire de Tours, reprend la phrase de Gutiérrez, qui m'a beaucoup frappée, puisqu'elle est dans le discours de Gutiérrez. Les institutions de l'ONU qui ont été faites par nos grands-parents, il est gentil d'ailleurs parce que c'est plutôt les arrière-grands-parents en l'occurrence, ne peuvent plus représenter les générations d'aujourd'hui. En fait, c'est ça. Et on y reviendra sûrement. Je donne le texte exact qui a été adopté donc, dimanche. La phrase exacte, c'est dans cette déclaration sur les générations futures, sachant que les générations futures sont toutes les générations qui n'existent pas encore, qui sont à venir et qui hériteront un jour de cette planète. Voilà. Et là, je rajoute une autre phrase intéressante de ce texte. Conscient que les décisions, l'action et l'inaction des générations actuelles ont un effet multiplicateur à travers la génération et déterminé par conséquent à faire en sorte que les générations actuelles agissent de manière responsable pour tenir compte des besoins et de préserver les intérêts des générations futures. Donc ça définit le cadre. Alors le reste de la déclaration est malheureusement toujours un petit peu vague, c'est un peu des principes très généraux, mais comme tu l'as dit, j'imagine qu'un certain nombre de juristes s'appuieront là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un mot comment dirais-je, des 2 ans de Genèse, parce que si on prend, je crois, le mois de juin-juillet, ça a failli rompre, en particulier sur la fameuse histoire du carbone, d'ailleurs. Tu peux nous dire un mot avant qu'on passe l'extrait de l'ambiance du sommet, vu non pas par un diplomate ou quelqu'un d'habitué comme nous deux des conférences, mais par quelqu'un d'abord on va dire ça gentiment pour nous, de plus jeune que nous, d'une part, et d'autre part de la société civile. Alors, donc, ces 2 ans, a priori, ça a été des négociations un peu comme habituellement dans le cadre onusien, au niveau des représentants des États membres, donc des ambassades des États membres à New York et dans les capitales. Bien. Et l'idée un peu du secrétaire général de l'ONU, ça aurait été d'aboutir à un texte beaucoup plus court, bien, avec des principes forts sur des principes d'organisation du multilatéralisme. Et dans son idée, presque dès le départ, il avait l'idée d'essayer de cornériser ou de marginaliser ceux qui s'opposaient à donner un rôle plus fort à l'ONU. Et d'une certaine façon, ça a à peu près marché, c'est-à-dire, et ça, c'est la France s'enorgueillit d'avoir contribué à ça, c'est consiste à dire, finalement, ce texte, in fine, alors il y a eu ces problèmes du carbone, et puis il y en a eu un dernier soulevé par la Russie. Toute l'idée, c'était au contraire d'isoler ceux qui ne veulent pas une ONU trop forte, et en particulier, ça s'est joué jusqu'à ces derniers jours avant le sommet, c'était à nouveau à l'égard de la Russie. La Russie et ses alliés, c'était en gros le Nicaragua, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Iran et la Biélorussie. Rien que des sympas. Des sympas, c'est des copains de la Russie, mais comme je dit un jour à M. Lavrov, belle politique extérieure, voilà vos copains.
mais c'est ainsi. Donc, en tout cas, ceux-là, jusqu'à la dernière minute, ils voulaient il y ait une phrase qui soit intégrée dans le texte disant « L'ONU s'interdit de faire de l'ingérence dans les États nationaux, c'est à eux chacun de régler leurs affaires ». Ça a été refusé. Et là, la France s'enorgueillit assez, c'est le côté diplomatique, d'avoir travaillé avec ce qu'on appelle le G77. G77, c'est l'enceinte au sein de l'ONU qui regroupe tous les pays qui ne sont pas en gros l'Occident, on pourrait dire très vite le Sud global, pourrait-on dire, bien. Et donc la France a travaillé avec le G77 sur différentes choses, sur la gouvernance mondiale, on pourrait dire un mot à propos sur l'architecture financière internationale, bien. Et donc la Russie, au contraire, s'est opposée. Et la pression a été tellement forte que la Russie aurait pu s'opposer. Et finalement, ça a été voté par consensus dimanche soir. Et la Russie était clairement... La Russie et ses 5 copains a été isolés. Donc ça, c'était un peu... mais le reste, malheureusement, ça a été un travail, pour moi, un peu trop de technocrate, et que le texte, comme tu dis, par définition, 67 pages, c'est quasiment illisible. Malheureusement, ça n'a pas du tout la force que ça aurait pu avoir. Alors peut-être quelques mots sur l'ambiance du sommet vécu par quelqu'un de jeune qui a pour la première fois des responsabilités municipales et qui découvre un peu ce monde. Tu peux nous redire son nom voilà, c'est Madame Pereira Núñez, c'est ça, qui est donc adjointe au maire de Tours, que Simon a très gentiment enregistré hier de New York. Donc. L'ambiance est assez particulière pour ce sommet et puis pour les jours qui l'ont précédé, puisqu'on peut quand même sentir une certaine une ambiance assez lourde, mais bon, ça, elle est évidemment due à un contexte international vraiment tendu entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le conflit entre Israël et Palestine, bien entendu la situation en Afghanistan qui a beaucoup pesé, qui a été évoquée de nombreuses fois, et notamment pour ne pas oublier ce qui s'y passe. Et voilà, je ne détaillerai pas tout, mais il y a bien sûr des instabilités politiques internes à de nombreux pays, hein, et je parlerai même de l'instabilité due aux élections américaines, même par rapport à la France, hein, l'absence de gouvernement pendant 2 mois. Donc on sent vraiment hein, qu'il y a voilà, un climat un peu tendu et qui est aussi un petit peu entaché par la perception de la poussée d'extrêmes dans de nombreux pays du monde. Donc avec cette tension, et je ne suis pas sûre de parler de pessimisme, mais peut-être d'un réalisme un petit peu brutal par moment. Donc effectivement, cette ambiance a certainement pesé sur l'ambiance et sur les négociations, puisque même si on est tous réunis pour essayer d'aboutir à des textes communs sur un avenir commun, voilà, la singularité des situations pèse forcément. Alors, il y a eu énormément de sujets. Il y a eu ce pacte. Il y a eu une des obsessions légitimes, d'ailleurs, hein, du secrétaire général, c'est-à-dire, en fait, tout le travail sur le numérique. Hein, et donc, cette déclaration sur les générations futures. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez... on va peut-être laisser le grand sujet Conseil de sécurité pour la fin, si j'ose dire. Est-ce que vous pourriez nous donner, sans nous citer les 67 pages, ce que vous considérez comme les grandes forces du texte? Jean-Noël Barrot, qui est le nouveau ministre, a beaucoup insisté, comme vous au début d'ailleurs, sur le multilatéral, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres... comment dirais-je, très saillant de ce texte, en particulier pour une architecture mondiale? Alors, il y en a beaucoup. Il est divisé en 5 grandes parties. Une première partie, c'est le développement durable et le financement du développement. Une deuxième partie sur paix et sécurité. Une troisième partie sur l'impact numérique. Quatrième sur les générations futures. Et cinquième sur améliorer la gouvernance mondiale. Alors, à très grand trait, dans la première partie, bien sûr, c'est toujours des grands principes et la nécessité d'augmenter les financements pour le développement, bien sûr. Et alors là-dessus, c'est dans la suite un peu des différents sommets qui avaient lieu, y compris le sommet de Paris
mai 2023. En gros, c'est un sujet que porte beaucoup la France. Oui, porte beaucoup la France. J'étais chargé d'organiser, moi, en mai 2021, le sommet sur le financement des économies africaines. C'est là qu'on a fait lancer. C'est pas inintéressant. C'était l'idée de dire, c'était juste la période après Covid, c'était mai 2021, consistait à dire l'Europe s'est sortie de la crise grâce à la Banque centrale européenne qui a mis beaucoup d'argent dans l'économie. Les États-Unis, à travers la Fed, ont fait la même chose. Ils appellent ça du quantitative easing, la même idée, mais racheter des actifs et mettre de l'argent dans l'économie. Mais l'Afrique, par exemple, n'a rien d'équivalent. Elle n'a pas une banque centrale continentale. Donc, qu'est-ce qui pourrait servir de quasi-monnaie? Ça, c'est également pour le futur. Ce sont les droits de tirage spéciaux du FMI. Et donc, cette chose, on était chargé de faire faire une émission qui a eu lieu en août 2021 de 650 milliards de dollars de DTS, de droits de tirage spéciaux. Pour la formation, le président Macron pensait qu'on pouvait ne mettre que pour les pays africains, et ça, c'était malheureusement pas possible. On a émis pour tout le monde 650 milliards de dollars, et avec la décision pour les pays riches remettre une partie de leur propre DTS au profit de l'Afrique jusqu'à hauteur de 100 milliards de dollars, ce qui a été fait. Donc voilà, ça c'était une des choses. Et donc là-dessus, le texte du sommet redit la nécessité de continuer, et il évoque cette émission de DTS, de continuer, d'aller plus loin encore dans ce domaine, d'augmenter les financements. On a vu que par exemple la Banque mondiale s'engagerait à mettre 200 milliards de plus à nouveau dans les 5 prochaines années. Donc beaucoup plus d'argent pour le financement. Et dans les grands principes de développement durable, consiste à dire les pays du Sud ne doivent pas avoir à choisir entre la lutte contre le changement climatique et leur développement. Ça, c'est un des grands principes qui avait été acté d'ailleurs aussi au sommet de Paris, parce que c'est pas innocent de rappeler qu'il y a eu avant la COP, il y a eu la COP à Glasgow en 2020, je crois, ou 2021, et qui dans cette COP dans laquelle on a dit les pays ont dit nous arrêtons tout financement public des énergies fossiles. Très bien, donc c'est ce qu'on fait en France, on essaie d'arrêter le financement public des énergies fossiles, mais aussitôt les pays du Sud, l'Afrique en particulier, ont dit vous êtes bien gentils, mais moi, par exemple, le président du Sénégal nous disait la moitié de ma population n'a pas l'extrait d'électricité, j'ai du gaz offshore là, je ne vais pas m'en priver, sinon je préfère que ma population puisse vivre. Même si je dois produire le gaz, et moi, la production du gaz, j'ai des grandes compagnies pétrolières qui sont capables de trouver des financements très bien privés, mais après, pour la transformation en électricité, j'ai besoin d'un financement public. Donc voilà, c'est tout ce débat, en train de dire les pays... De plus, ils sont dans la légalité, puisque les textes de Rio parlent des responsabilités communes mais différenciées. Et donc, on a reconnu dès le sommet de Rio que certes, on n'avait qu'une terre, mais que comme c'est les pays du Nord qui avaient finalement commencé à polluer, il est évident que nous avions un devoir de solidarité financière pour aider les autres à ne pas complètement imiter notre modèle de développement. Voilà, mais en même temps, la phrase de Glasgow, stricto sensu, interdisait tout financement public des énergies fossiles. L'interprétation en a été plus souple pour les raisons que tu viens de dire. Voilà. Ça, c'est un des grands principes qui est aussi remis là dans ce texte. Après, sur paix et sécurité, c'est renforcement. D'abord, c'est rendre l'ONU plus représentative, donc avoir un Conseil de sécurité plus représentatif. Donc, le texte dit bien qu'il faut évidemment des voix africaines comme membres permanents du Conseil de sécurité. Et vous avez noté que peut-être que le président Biden, il y a quelques jours, l'a redit, il faut 2 membres africains, membres permanents du Conseil de sécurité, ce que la France soutient aussi depuis un certain nombre d'années. Et la France ajoute aussi ce qu'on appelle le G4. Elle voudrait que soient représentés aussi, pas seulement comme membres permanents, les 5 membres vainqueurs de la guerre en 1945, mais que soient représentés les grands pays. Donc pour l'Allemand, là, on dit le G4, on voudrait que l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et le Japon, plus 2 membres africains comme membres permanents. Donc ça, c'est un débat. Le texte du Pacte de l'avenir n'évoque pas ces pays, mais dit bien une représentation africaine beaucoup plus forte et l'urgence de progresser là-dessus. Alors je dis l'urgence, mais en même temps, cette urgence, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on dit la même chose, ça c'est toujours bloqué, parce que, en particulier, les États-Unis, Russie, Chine sont beaucoup plus réticents, enfin surtout Russie et Chine. Les États-Unis, donc au moins, ils souhaitaient des membres africains. Bien, après, il y a toute la question du droit de veto, sur laquelle le texte dit bien qu'il faut arriver à une formule de réduire l'usage du droit de veto, la phrase exacte.
Et puis après, il y a une troisième partie donc sur le numérique, un pacte numérique. Et ça, c'est l'idée à nouveau de dire, sur le numérique, on ne peut pas avoir chacun sa réglementation. Et j'ai discuté avec Thierry Breton il y a 2-3 mois. L'Europe fait de la réglementation sur Internet, ce qu'on appelle le DSA, DMA, et puis sur l'intelligence artificielle, mais elle le fait essentiellement à partir du prisme de la protection des données personnelles. Les Américains font leur propre réglementation, nous, pour le futur du numérique, mais eux, ils le font essentiellement à travers du prisme de la sécurité. Et je posais la question à Thierry Breton, mais est-ce que c'est pas contradictoire? Il me dit non, on converge. Et l'endroit où on peut in fine converger, c'est au sein de l'ONU pour s'assurer qu'il y ait un numérique ouvert à tous, inclusif et, si possible, trouver les moyens de réduire la fracture numérique. En tout cas, le texte en parle beaucoup. Voilà, bon, je passe là-dessus. Génération future, on en dit un mot. Et puis le dernier point, et pour moi aussi très important, c'est réforme de la gouvernance mondiale, et en particulier, et c'est là que la France a beaucoup travaillé avec les pays du Sud global, pour réformer ce qu'on appelle l'architecture financière internationale. On a parlé de l'ONU, mais aussi après la guerre, en 1944, ont été créées les institutions de Bretton Woods, que sont le FMI et la Banque mondiale. Et au sein du FMI et de la Banque mondiale, à nouveau, c'est essentiellement les pays les plus riches qui ont le pouvoir. Les décisions, par exemple, au sein du FMI se prennent à 85%. Et les États-Unis ont 17% de droit de vote, donc ils peuvent tout bloquer, les décisions du FMI. Donc là, tous les pays du Sud, l'Afrique, mais pas seulement, tous les pays en développement demandent d'avoir une voix plus importante au sein de la Banque mondiale et au sein du FMI. Et là-dessus, la France est partisane de ça. Et ça, le texte en dit bien. Il faut vraiment arriver à réformer l'ONU, mais également les institutions FMI, Banque mondiale, pour que la représentation soit beaucoup plus large. Il y a un sommet d'ailleurs prochain là-dessus. Il y a un grand sommet en 2025 sur l'architecture financière. Oui, non, sur le financement du développement, je crois. C'est plutôt sur le financement du développement. Mais les débats sur l'architecture financière, ils ont déjà lieu, ils ont commencé au sein de ce qu'on appelle les assemblées de la FMI et de la Banque mondiale, et en particulier pour l'idée que l'Afrique commence à avoir un membre permanent au sein du FMI. Ça, on y est quasiment. C'est encore d'autres aspects juridiques, mais alors, on y est. Justement, si on vient au Conseil de sécurité, qui est quand même, je veux dire, c'est la forêt qui cache l'arbre, hein, c'est le contraire un peu. Bon. Le Conseil de sécurité, on a vu quand même que, moi j'ai lu un peu les débats des 2 jours, il y a quand même énormément de propositions venant des délégations, ça foisonne un peu. Qu'est-ce que ce texte, finalement, grave dans le marbre? Ou est-ce qu'il grave quelque chose dans le marbre? Alors, la position officielle de la France est de dire oui, on progresse. Ma position personnelle, je trouve que les progrès sont très ténus. Parce qu'on répète un peu les choses. L'élargissement du Conseil de sécurité, comme je disais, africain plus G4, ça fait 15 ans qu'on en parle. Et là, ce qui bloque beaucoup, évidemment, c'est le droit de veto. Mais je signale quand même, on passe tout le temps le Conseil de sécurité par perte et profit. Moi, je signale simplement qu'en 2023, il y a eu 57 résolutions qui ont été présentées au Conseil de sécurité. Sur ces 57, 48 ont été votées. Donc, le Conseil de sécurité continue à fonctionner pour des crises peut-être moins visibles que l'Ukraine et Gaza, bien sûr, mais sur beaucoup d'autres. Par exemple, ne serait-ce que sur le maintien des opérations de maintien de la paix, qui sont évidemment très importantes dans différents endroits. On pourra dire un mot, bien sûr, si vous voulez. Voilà, donc... le Conseil de sécurité continue à fonctionner. Bien. Et si vous permettez, avec mon tropisme climat, je suis quand même, moi, très, très agréablement surprise que le Conseil de sécurité, par 4 fois depuis, ou 4 je crois, depuis 7 ans, se soit emparé de la sécurité mondiale côté climat. C'est-à-dire, c'est vraiment un élargissement de la notion de sécurité mondiale, de la guerre, des guerres que peuvent provoquer en fait les changements géopolitiques dus au climat, par rapport à la conception classique de la guerre. Donc, il y a aussi un élargissement des thématiques. Oui, et ça, je trouve, c'est un grand apport de ce pacte de l'avenir, c'est de fixer dans le marbre que l'ONU et en particulier le Conseil de sécurité s'intéressent également aux questions climatiques comme une menace à la paix et à la sécurité mondiale. Et ça, c'est un des grands combats que la France mène. Évidemment, des pays comme la Chine, en particulier, étaient très réticentes.
Je rappelle que, Bettina s'en souvient forcément, que sous le président Chirac, on essayait de défendre l'idée de l'organisation, l'OME, l'Organisation mondiale de l'environnement, qui consistait à dire, pour le moment, en matière de climat, la gouvernance mondiale, c'est le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui n'a aucun pouvoir réglementaire coercitif. Trouvons un mécanisme coercitif. Et donc, on proposait une organisation mondiale de l'environnement attachée à l'ONU avec des pouvoirs coercitifs pour dire au pays, vous n'avez pas le droit, ou vous aurez des pénalités. Mais cette campagne, qui avait évidemment toute sa légitimité, n'a malheureusement pas abouti. Et en particulier, même à cause du Brésil. Et le Brésil, c'était encore le président Lula. C'était pas Bolsonaro, c'était le président Lula sur le thème. Mais non, parce qu'après, vous allez nous dire ce qu'on doit faire sur l'Amazonie, c'est notre affaire à nous, etc. Nous, on dit, mais non, l'Amazonie, c'est un bien public mondial. Et le Brésil dit, pas du tout, c'est chez moi, c'est moi de décider ce que je fais sur l'Amazonie. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'organisation contraignante, et c'est pour ça que la France essayait de plus en plus de mettre les questions climatiques au sein du Conseil de sécurité, puisque, comme vous savez, les décisions de l'Assemblée générale de l'ONU des 193 pays ne sont pas contraignantes. En revanche, celles du Conseil de sécurité sont contraignantes, et elles peuvent émettre des sanctions, des pénalités, etc. Donc ça, c'est un des grands progrès du texte. Et est-ce que vous pensez que la fameuse proposition des 2 représentants du continent africain au Conseil de sécurité va finir par voir le jour? Elle va finir par voir le jour, mais alors, est-ce que avant, peut-être, j'espère avant 2100, et j'espère bien sûr beaucoup plus tôt, simplement, il y a deux, trois difficultés. La première, c'est le choix des pays africains, parce qu'on dit 2, évidemment, il y a plusieurs pays africains qui sont candidats, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, voire même l'Algérie. Alors après, il y a le débat, sous-débat de savoir est-ce que c'est eux qui décident entre eux ou est-ce que c'est un vote de l'Assemblée générale qui décide lesquels. Et ensuite, il y a deuxième question, évidemment très compliquée, qui est, comment dire, le droit de veto. Si on admet, évidemment, c'est ce qu'a rappelé encore le président Biden, je crois, il y a quelques jours, nous ne sommes pas pour la suppression du droit de veto, mais nous sommes aussi contre l'augmentation du droit de veto. C'est-à-dire que, d'accord pour l'admission de nouveaux membres, mais sans droit de veto. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que si après il y a à jour 10 membres permanents, ça fera 10 pays qui pourront mettre le veto, l'ONU sera complètement paralysée. Donc ça, c'est un des grands débats qui n'est pas tranché. Voilà. Alors après, comme vous savez, il y a la proposition de la France et du Mexique, qui a rappelé le ministre M. Barrot il y a 2 jours dans son discours, qui consiste à dire que les 5 membres permanents doivent s'auto-limiter, s'interdire d'utiliser le droit de veto en cas d'atrocité de masse. Bien, donc ça, parce que la France sait bien que les États-Unis, sur Russie, Chine, même les États-Unis ne renonceront jamais à leur veto. Hein. On avait les crimes de guerre, on avait les crimes contre l'humanité et on a les atrocités de masse. Atrocités de masse. Oui, alors là-dessus, et la proposition, c'est de dire, c'est au secrétaire général des Nations Unies de déterminer si on est dans ce cas-là ou pas. Bien. Et ce texte franco-mexicain a déjà reconnu 106 signatures. 106 signatures. Je rappelle qu'aux Nations Unies, il y a 193 États membres. Les décisions par l'Assemblée générale doivent être adoptées aux 2/3, ça veut dire 129. On est à 106. On n'est pas très loin d'arriver à ça. Bien. Mais pour le moment, ça n'est pas encore arrivé. Donc, pour les nouveaux États membres, difficulté d'utiliser le droit de veto. Je note simplement, oui. Enfin, Non, un point sur la position des États-Unis. Pas dans son discours hier, le président Biden, parce qu'il a surtout parlé de son héritage et puis bien sûr d'Ukraine et Gaza. Mais dans son discours il y a 2 ans, que j'ai là, le président Biden avait dit lui-même, enfin, je le connais par cœur, on croit beaucoup aux Nations Unies. D'ailleurs, je peux dire un petit mot sur après États-Unis, démocrates, républicains. On croit beaucoup aux Nations Unies, le président Biden. Donc, et on sait bien que le veto est un problème. Et sa phrase, c'est we will refrain. On va refrain from using the veto right, except in extraordinary circumstances. Autrement dit, pour la première fois, il a dit on va s'auto-limiter. Alors évidemment, il dit après, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ça donne après, il a toute la marge pour faire lui-même. Mais c'est quand même un progrès dans ce sens. Et ma position personnelle, ce que je dis au président Macron, c'est qu'il faut faire beaucoup plus de shaming sur l'utilisation du droit de veto par ceux qui le font, etc. La France là-dessus vient depuis 1976 et la Russie 144 États. On va écouter ce qui, comment dirais-je, les impressions d'une primo-participante, si j'ose dire, à ce type de sommet par rapport au Conseil de sécurité, ce que
donc notre ami maintenant, nous dit. Sur le sujet vraiment propre à l'ONU, c'est la question de la réforme du Conseil de sécurité. Le fait d'avoir cette ambition d'ouvrir à de nouveaux pays, mais bon, on sait que c'est un sujet vraiment de longue date, que ça fait bien longtemps qu'il y a cette tentative régulière d'ouverture, mais qui est très verrouillée. Et je dirais même que toutes ces tensions, elles nous ont même questionné un moment sur l'adoption même d'un quelconque texte ou pacte. On s'est quand même demandé à J-3 si, si les acteurs arriveraient vraiment à se mettre autour de la table pour ressortir un texte. Et encore, parfois, les textes peuvent être vraiment des, comment dire, très évanescents sur vraiment la mise en œuvre potentielle. Mais là, vraiment, la question vraiment des grosses inquiétudes par rapport à cette capacité à en adopter un, quoi. Et là, ça aurait été, je pense, assez catastrophique. Alors, dans un premier temps, hein, je le répète, on a été assez soulagé de la sortie du texte qui a été adopté par l'ensemble de la communauté internationale. Et la version qui a été adoptée, elle est quand même le fruit de plusieurs mois, hein, plus d'une année de travail collectif. C'est la quatrième version qui a été présentée, la version finale, hein, et avec des allers-retours plus ou moins ambitieux sur certains points, avec des prises de recul, des compromis à trouver. Donc, on se réjouit de l'aboutissement de ce texte avec certains points de satisfaction, puisque la place de la jeunesse a été énormément évoquée lors des discussions, lors des prises de parole. L'intégration, voilà, de la réflexion autour de l'implication de la jeunesse et la responsabilité envers elle, c'est quelque chose d'assez fort. Donc, bien sûr, maintenant, il va falloir le décliner. Un autre sujet, bien sûr, qui m'est particulièrement cher, c'est vraiment la question de l'égalité de genre. C'est un sujet qui a été mentionné extrêmement souvent, repris par énormément de structures différentes. Elle a été au cœur, cette question d'égalité de genre, de beaucoup de tables rondes, de discussions, et ce depuis vraiment le Forum Génération Égalité de 2021. On voit quand même un changement de cap. Donc, on voit aujourd'hui que c'est une condition vraiment sine qua non de l'atteinte de l'ensemble des ODD, hein, de réaliser cet objectif. Et un autre point positif, c'est le fait que le texte, et c'était aussi ce plaidoyer que nous on a porté très fort, le texte final fait mention explicite du rôle des collectivités territoriales. Alors évidemment, hein, le texte n'est pas du tout aussi ambitieux que ce qui avait été proposé dans les versions précédentes, mais là, on voit que la porte est ouverte pour consolider cette reconnaissance dans les mois et les années à venir. Donc, on ne lâche rien. Et vraiment, on est satisfait de voir que tout ce travail en amont de la part des collectivités euh, a pu faire permettre vraiment de figurer les priorités issues des réalités locales qui sont vraiment importantes. Et cela justifie aussi de continuer à maintenir la pression via les Global Task Force ou même voilà, la présence d'élus des gouvernements locaux et régionaux à ce type d'événements et de tous les événements mondiaux, en fait, qu'on puisse ou pas accéder au moment vraiment au pic des sommets, hein, mais d'être présent toujours. C'était le cas à la COP26 notamment, ça a été le cas voilà, dans de nombreux événements et il faut continuer. Donc, ça, je préfère rester sur une note positive parce qu'après, voilà, c'est extrêmement compliqué de savoir à quel point les engagements pris dans ces textes vont effectivement être respectés, déclinés, voire, comment dire, est-ce que des prises de position fortes vont être mises en place et verbalisées quand ces textes ne le sont pas, justement? Alors, pour arriver vers la conclusion, parce que je pense qu'il y a des questions et on voudrait vraiment que vous entendre vos questions. Moi, j'ai deux questions moi-même à vous poser. Le sommet de l'avenir s'est passé au moment où le conflit du Proche-Orient s'étendait au Liban, je veux dire, avec l'attaque du sud Liban et même du sud de Beyrouth, hein, je veux dire, donc, comment ? Et de l'Est, voilà. Et donc, c'est un sommet de l'avenir sous bruit de bottes, quand même, hein, je veux dire, c'est évident. D'autre part, notre interlocutrice parle effectivement de l'action et tout. Et moi, j'ai été extrêmement frappée du fait qu'en France, ce sommet de l'avenir n'avait vraiment aucun écho. Alors, peut-être à cause de la situation politique française, bien entendu, et de l'arrivée des nouveaux ministres, etc.
Mais bon, on aura sûrement un papier dans Le Monde ce soir. Alors, en plus, le président de la République parle aujourd'hui, donc il n'y avait pas encore de discours hier, etc. Et il y a vraiment eu extrêmement peu d'écho sur quelque chose qui intéresse le monde. Par exemple, beaucoup moins d'écho que les COP, que les conférences biodiversité, que les conférences climat, qui ont mis une bonne dizaine d'années à avoir de l'écho dans la presse, et ça s'est passé à partir de la COP 21 et du sommet de Paris. Et comment, je veux dire, finalement, comment faire de ce sommet de l'avenir un débat national et comment surtout rendre crédibles ces progrès que vous, comme diplomate, toi, comme diplomate, j'y arrive pas, mais même cette jeune femme, société civile, etc., reconnaissent, alors qu'il y a quand même une extraordinaire décrédibilisation de toutes ces instances internationales, puisque les gens retiennent évidemment les guerres et pas les efforts pour la paix. C'est une question à je ne sais pas combien de DTS. Hein. D'abord un point technique. Là, en ce moment, il y a eu deux sommets. Il y a le sommet qui est le 22 et le 23, qui était le sommet de l'avenir. Et à partir d'hier, mardi, c'est l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, évidemment, l'Assemblée générale, c'est là que viennent tous les chefs d'État. Le président Macron n'est venu que pour l'Assemblée générale. Il n'est pas venu au sommet de l'avenir. Bien, donc le sommet de l'avenir a eu beaucoup moins visité. Comment ? Scholz était là, le chancelier allemand était là, et beaucoup d'autres chefs d'État étaient là. Donc, c'est vrai que, à nouveau, ce texte du pacte de l'avenir, c'est bien, c'est un progrès, mais comme dit la dame, il faut maintenant voir comment ça va décliner. C'est sur des grands principes, ils ne vont pas révolutionner le monde. Pour le moment, c'est encore très, très, très bien. Alors maintenant, pourquoi en France on n'en parle pas plus ? Moi, j'ai ma petite opinion personnelle. Je trouve que malheureusement, la France, les autorités françaises ne prêtent pas assez attention à l'ONU, des autorités jusqu'au président de la République. Ils considèrent alors que pour moi, c'est l'endroit où la France est un membre permanent, elle pourrait faire beaucoup plus. Et par exemple, ce texte, je trouve que la France aurait pu être beaucoup plus, là, mon opinion personnelle, beaucoup plus ferme pour que le texte soit beaucoup moins verbeux, plus précis, avec des engagements plus précis. Je trouve que pour moi, c'est un peu une occasion perdue. Et le fait que la presse n'en a pas du tout parlé, c'est parce que les autorités n'en ont jamais parlé. Les autorités en France, il y a des pays dans lesquels on a beaucoup plus parlé, je crois. Il n'y a pas eu de conférence de presse, personne n'en a parlé, je trouve ça dommage. Le ministre, alors, il est arrivé au sommet de l'avenir à la dernière seconde, mais ça c'est pas de sa faute, bien sûr, comme vous dites. Bien, mais néanmoins, ce qui intéressait la France, alors c'était plus un aspect géopolitique, comme je dis, c'est bien de travailler avec les pays du Sud global, pour essayer la Russie. Et puis un autre sujet intéressait beaucoup la France, c'était que dans le texte, parce qu'on parle aussi des armes nucléaires, que ne pas promouvoir le traité sur l'interdiction complète des armes nucléaires. La France, comme vous savez, est sur une arme nucléaire. Elle serait d'accord pour un désarmement complet, mais à condition que tout le monde y vienne. Alors, au sein des Nations Unies, certains, et c'est évidemment très légitime, poussent pour un traité d'interdiction des armes nucléaires qui est signé maintenant par plus d'une centaine de pays. Et la France avait très peur que le texte dise il faut chacun rendre ses armes nucléaires la semaine prochaine. Donc ça, c'était un des textes qui intéressait beaucoup la France. Mais sur le fond, sur une réforme de l'ONU, malheureusement, il n'y a pas eu une mobilisation très forte de nos autorités là-dessus. Et donc, pas de conférence de presse. Et donc, la presse n'en a pas parlé, malheureusement. Et elle parle, en revanche, va parler aujourd'hui beaucoup de l'Assemblée générale, pour les raisons que vous dites, que tu dis, à cause des crèches chaudes, des Ukraine, Gaza, Liban, bien sûr. Deuxième question, avant de proposer deux conclusions, celle de notre interlocutrice et la tienne. Deuxième question, ce qui est intéressant quand même, alors je crois qu'il y a eu tout un débat sur la suite de ce sommet, puisqu'à un moment donné, quand ça allait mal, alors c'est allé très mal au moment où beaucoup de pays, et en particulier des pays du Sud, ont justement ont demandé la suppression
de toutes les politiques de décarbonation dans le texte. Pour les raisons que l'ambassadeur a tout à fait expliquées, c'est-à-dire qu'ils ont encore besoin voilà, du gaz, du charbon, etc. Bon, finalement, ça a été résolu, ça, et c'est une bonne chose, parce que ce n'était pas du tout une évidence, parce que même si ça a été effectivement accepté en 2021 à Glasgow, à chaque sommet, les pays du Sud essayent de revenir là-dessus. Hein, donc, c'est un succès. Mais du coup, on avait pensé peut-être refaire un autre sommet. Alors ça, je crois que c'est écarté. En revanche, il y a des phases de suivi qui sont prévues dans le texte, tous les ans et tous les 2 ans. Donc, quelle peut être la perspective de suivi de ce texte ? C'est un petit peu comme un texte du G7 qui fixe des grands principes et après, ça doit être, comme le disait la dame, décliné dans les différentes enceintes. Par exemple, tout ce qui dit sur l'architecture mondiale, l'architecture financière mondiale, ben c'est au sein de l'Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale, des actionnaires de ces pays, des pays de la Banque mondiale et du FMI, de modifier la représentation au sein de ces pays, au sein des conseils du FMI et de la Banque mondiale, d'augmenter les financements. Bien, donc ça, c'est une déclinaison possible. Ensuite, évidemment, le texte prévoit, comme à chaque fois à l'ONU, généralement, les déclarations de l'ONU se terminent par The Council decide to remain seized of the matter, donc de rester à s'intéresser au dossier. Donc, certains vont dire, j'en parlerai à mon cheval, mais enfin, en tout cas, là-dessus, comme à chaque fois, on prévoit un comité qui va être suivi, qui va être un comité de suivi. Est-ce que ce comité de suivi sera sérieux ou pas? Personne ne sait encore en ce moment. Moi, par exemple, je pense que j'ai peur que dans la déclaration déjà du président Biden, mais sans doute du président Macron qui va parler cet après-midi, il y a très très peu de références au sommet de l'avenir. C'est malheureusement, c'est passé un peu par perte et profit, à mon avis, à tort. On écoute ce qu'en dit notre ami, là, parce que ça devient une amie, là, maintenant. On est globalement pas dans une période propice à la collaboration inter-États. Et on constate qu'il est quand même difficile à croire qu'on puisse revenir, en tout cas, sur la trajectoire qui avait été posée pour atteindre l'agenda 2030. Néanmoins, l'ONU reste quand même la seule instance de dialogue global telle qu'elle. Hein. Donc, le travail entamé sur la réforme du Conseil de sécurité, lui, qui vise à transformer une institution pensée par nos grands-parents en une institution qui devrait aujourd'hui être en mesure de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain pour nos enfants. C'est un petit peu la tonalité du discours du secrétaire général. Et on peut estimer qu'il y a quand même des gros progrès qui ont été réalisés malgré des fragilités dues aux difficultés de l'ONU, tout simplement à assurer son rôle premier, qui est quand même la résolution pacifique des conflits, sans porter atteinte à la souveraineté des États. Je pense notamment au grand défi de faire respecter la Charte des Nations Unies, hein, déjà dans un premier temps. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que si on n'arrive pas à faire respecter ces chartes et qu'on continue à avoir des situations comme on en voit actuellement sur certains territoires, on peut effectivement douter de la pertinence de ce type d'instance telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je pense que son avenir tient au fait qu'elle puisse aussi s'adapter au contexte et s'adapter à des besoins qui étaient peut-être, qui sont peut-être différents de ceux qui ont été lorsqu'elle a été créée. Donc, dans l'immédiat, il s'agira vraiment hein, de voir comment ces discussions, comment ce pacte sera ou pas décliné de manière opérationnelle. Et il y a plusieurs grands rendez-vous qui permettront peut-être d'y répondre. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que pour les citoyens du monde, une fois que des engagements ont été pris, il faut absolument les faire atterrir. Il faut absolument trouver des déclinaisons opérationnelles. Il faut absolument pour que les gens continuent à y croire et croire à cette potentielle paix globale ou en tout cas d'apaisement, avoir des actes. Et je pense que ce soit du local à l'international, que ce soit à l'échelle des collectivités comme à celle des États, ce sont des cris qui nous viennent des citoyens et des citoyennes tous les jours aujourd'hui. Et c'est ce sentiment de déconnexion, bien sûr, des grandes instances au terrain. Et on a même pu le voir pendant certaines sessions des Action Day. Hein. On a eu notamment le témoignage d'une jeune femme afghane qui était extrêmement pertinent, émouvant, percutant sur le sentiment d'abandon de la part des grandes instances étatiques lors du départ d'Afghanistan des troupes soldats et le sentiment que les femmes ont été abandonnées.
les femmes ont été laissées à leur triste sort. Et avec voilà, c'est ce stress généré par un sentiment de dissonance entre les prises de parole en soutien et en acte le fait que la communauté internationale n'est pas en mesure aujourd'hui de trancher sur un sujet pareil ou de faire respecter les droits humains. C'est un exemple qui a été relayé de nombreuses fois et qui a vraiment... et en même temps, ce qui était vraiment extrêmement fort, c'est que ça puisse être dit. Il n'y a pas eu de langue de bois sur le sujet, il y a vraiment eu beaucoup de prises de parole sur le fait qu'il y avait un souci, il y avait un gros problème à régler, qu'il fallait trouver voilà, les bons billets pour s'en sortir collectivement. Donc, ça reste quelque chose de compliqué à entendre, ça reste compliqué, mais c'était vraiment essentiel voilà, de tomber un peu de tomber un peu le cadre comment dire poli et diplomatique sans pour autant être dans l'offensive, sans pour autant être dans l'irrespect. Donc je pense que c'est de la façon dont ce dialogue s'engagera qui nous permettra de peut-être accéder à cette universalité que prône l'ONU. Un tout petit mot pour défense de l'ONU. Bien sûr, on dit elle n'arrive pas à résoudre des conflits. Moi, je note simplement, par exemple, à Gaza, c'est pas l'ONU, la simple Union européenne est complètement divisée sur le dossier à Gaza. Quand à l'ONU ou ailleurs, on demande un cessez-le-feu. L'Europe est divisée. Certains demandent un cessez-le-feu. Les premiers, l'Espagne, puis après l'Italie, la France. Mais par exemple, refusent de demander l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie. Bon, l'Allemagne, pour des raisons historiques, bien sûr, elle refuse la moindre condamnation d'une action israélienne qui serait hors du droit de la guerre. Donc l'Union européenne est divisée. Mais les Nations unies ont quand même beaucoup de succès à leur actif. Alors évidemment, on parle des grands échecs. Mais moi, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, du Cachemire, du Cambodge, du Sierra Leone, Libéria, à plein d'endroits où l'ONU a permis de régler les conflits. Et je signale quelque chose d'actuel, une démonstration à contrario. Nous avions 2 opérations de maintien de la paix, l'une en Haïti, enfin il y en avait 15, mais dont une en Haïti et une au Darfour. Sous M. Trump, il a exigé de réduire le budget de l'ONU et que ces démissions ont été arrêtées, celle en Haïti et au Darfour. Résultat, en Haïti, ça allait correctement. Pendant que l'ONU était là, les Malaysiens la paix. Depuis, le président de la République était assassiné, le pays dans un chaos total, démonstration absurde. Deuxième cas, Darfour. Il y a le Darfour, on sait bien qu'il y avait eu un génocide, l'ONU est arrivée, tout a été arrêté. Le génocide s'est arrêté, on s'est travaillé normalement, j'ai été 36 fois là-bas. Et depuis, M. Trump a fait arrêter, comme vous savez, c'est dans la guerre au Soudan. Aujourd'hui, on a 40 000 morts au Darfour et 6 millions de réfugiés, etc. Démonstration, bien sûr, l'ONU, alors elle est critiquée, mais quand elle cesse, c'est la phrase de Dag Hammarskjöld, le deuxième secrétaire général de l'ONU, qui est toujours très bonne, je trouve, qui dit « L'ONU n'a pas été inventée pour emmener l'humanité au paradis, mais pour lui éviter l'enfer. » Et il y a beaucoup de cas dans lesquels ça s'est produit. Alors j'en profite pour faire la publicité d'une note que vous trouverez en sortant, mais qui de toute façon est sur Internet dans le, comment dirais-je, à l'adresse du comité 21. Et finalement, je me souvenais plus de cette phrase. Effectivement, j'avais complètement oublié, mais on a titré Sommet de l'avenir et Assemblée générale de l'ONU, éviter le pire et inventer le meilleur pour notre futur. C'est un peu la même chose. Dernière ouverture optimiste avant de conclure cette première partie. Et on va du coup remonter sur la société civile, parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est tout le travail qui a été fait en amont de ce sommet pour associer les jeunes, avec justement cette journée complètement dédiée à la jeunesse qui était samedi, je crois, samedi dernier. Et en plus, qui était dans le texte, il y a énormément d'ouverture sur l'intégration de la société civile dans l'ONU et celle des collectivités locales. Et on va écouter ce qu'en dit l'adjointe au maire de Tours. Vous comme moi, on se souvient d'une époque où c'était quand même extraordinairement limité, ou même la France limitait beaucoup dans les délégations. Alors, on avait quelques amis du président de la République qui étaient maires de telle ou telle ville, mais c'est tout. Aujourd'hui, les délégations sont complètement étoffées par rapport à la société civile. Et finalement, c'est une des premières fois où je trouve qu'il y a dans le texte un balancement vers
De toute façon, si les États ne promeuvent pas tout ce que nous on dit dans la charte, les collectivités locales et les organisations et les universités le feront. Et le ton est beaucoup plus volontariste là-dessus et c'est très reconnu par notre ami. La note un petit peu optimiste, c'est justement celle de l'ouverture. Du dialogue avec les collectivités, avec les représentants de la société civile, notamment dans l'organisation même du sommet, puisqu'on a vu qu'il y avait eu des Action Days, et bien sûr dans les travaux en amont, hein, puisque les collectivités, les gouvernements locaux, la société civile, les ONG ont pu s'exprimer, ont pu prendre la parole. Elles ont participé au process de la contribution elle-même au pacte, et puis bien sûr dans l'expression des priorités et des sujets qu'elles souhaitaient voir posés sur la table et qui doivent progresser localement comme à l'international. Donc effectivement, le jeudi 19, c'était une journée dédiée au CT, et les vendredis 20 et samedi 21, les collectivités, les ONG, la société civile ont été intégrées à la programmation et ouvert sur la société civile. Donc vraiment, je pense que c'était des moments qui ont permis d'attester de la vraie reconnaissance de la part de l'ONU, de leur place, de leur légitimité à faire entendre leur voix. Et puis, l'un des symboles quand même très forts, ça a été le fait que le secrétaire général donc a fait l'ouverture de la journée des collectivités et a exprimé personnellement son soutien et son souhait d'appuyer pour la pleine intégration des collectivités territoriales dans l'écosystème onusien, pour la reconnaissance d'un statut spécial. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement fort et d'assez motivant, j'ai envie de dire, pour les collectivités territoriales, puisque on fait ce plaidoyer auprès de nos États, auprès des gouvernances internationales, pour reconnaître vraiment ce rôle des collectivités essentiel à la fois dans la réalisation des objectifs que les États prônent, et bien sûr, sur le fait qu'on est les premiers échelons, en tout cas, pour faire remonter la parole des citoyens. Et ça, ça nous paraît essentiel, puisque je pense qu'on est en mesure de faire preuve d'un pragmatisme vraiment de terrain qui est parfois essentiel pour travailler vraiment en complémentarité avec les grands principes que l'on essaye de poser et de faire progresser. Donc, ça, c'est pour la partie peut-être assez optimiste. En revanche, la partie un peu moins, comment dire, euh, positive, oui, on va dire, c'est le fait que même si les Action Days étaient très ouverts, il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, euh, le sommet lui-même des chefs d'État et l'Assemblée générale ont été extrêmement fermés. Donc, on voit quand même bien qu'il y a presque deux poids, deux mesures. Et pour ce qui est de la représentation même des collectivités françaises, hein, le fait qu'on ait eu une absence de gouvernement opérationnel pendant près de 2 mois, effectivement, ça n'a pas vraiment permis qu'il y ait une vraie organisation d'une délégation française et une délégation française qui soit multipartenariale et multilatérale, alors que justement le terme du multilatéralisme est énormément revenu. Donc ça a été assez compliqué. C'est peut-être même pour ça qu'on a vraiment eu des difficultés à avoir les accréditations. Et donc, on sait que le président Macron devrait s'exprimer demain devant l'Assemblée générale. Donc, nous attendons vraiment avec impatience d'entendre les propos du chef de l'État. Et nous attendons aussi de savoir si le gouvernement Barnier restera ou pas sur la même tendance baissière en ce qui concerne les sujets de l'aide publique au développement, puisque c'était le cas dans les précédents gouvernements, ou au contraire s'il s'engagera sur une trajectoire qui nous permette enfin d'atteindre les 0,7% du PIB dédié à l'APD, sachant que c'est un engagement qui a été pris auprès des Nations Unies dans les années 70. Je souscris complètement à ce qui a été dit. C'est clair que pour le moment, enfin, c'est clair que la part de la société civile, des jeunes, des ONG et des collectivités locales augmente à l'ONU et à différents endroits. Je note d'ailleurs dans le texte, on dit bien, reconnaît le rôle de facteur de changement des organisations civiles et des jeunes, etc. Et je note simplement, c'est pas lié directement à ce sommet, quand même, que ce qui a été dit, c'est, on va dire, en gros, il y a aussi une reconnaissance et un trend très fort de ces dernières années, et pour de très longtemps, c'est de dire, l'ONU, c'est les États, chaque État a une voix, etc., mais le monde, maintenant, il y a beaucoup d'autres acteurs que les États qui ont un rôle très important, les ONG, la société civile, les entreprises et les collectivités locales, bien sûr, le C40 pour les maires, etc. Mais, et en particulier, il y a de plus en plus d'alliances multi-stakeholders, multi-acteurs. Et le premier, je trouvais intéressant là-dedans, c'était le conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria.
Ce conseil d'administration, dedans, il y a des représentants des pays donateurs, des pays récipiendaires, d'entreprises, d'ONG, etc. Et c'est quelque chose qui se développe, des alliances comme ça, multi-acteurs. Alors en particulier, l'alliance il y a une alliance pour la liberté d'information dans laquelle il y a des États et puis RSF, etc., Reporters sans frontières, ou sur la lutte contre la cybercriminalité. Il y a des alliances, y compris avec les sociétés, les GAFA, etc. Voilà, cette idée il y a les États, bien sûr, mais il y a d'autres acteurs qui ont des poids énormes. Chacun sait, moi j'étais ambassadeur à Madagascar, le PNB de Madagascar, c'est un tiers du bénéfice de Total. Voilà, donc les poids des entreprises, malheureusement, qu'on le veuille ou non, sont très forts. Donc ça, il y a une prise de conscience partout pour faire des alliances multi-acteurs, et en particulier tous les représentants de la société civile. Merci beaucoup. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, mais je suis sûre que vous avez des questions avant qu'on passe, après peut-être une petite pause de 5 minutes, 10, pas plus, à la seconde table ronde. Bonjour, messieurs, dames. 2 petites questions, monsieur l'ambassadeur. Quels sont, à contrario, les pays qui ne font pas partie de l'ONU? Quels sont les pays qui ne font pas partie de l'ONU? Et question plus anecdotique, qu'avez-vous pensé avec le recul du temps des propos du général de Gaulle qui avait qualifié à son époque l'ONU du machin? Merci. L'ONU a 193 États. Les seuls, parmi les pays qui sont arrivés relativement récemment, il y a la Suisse, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, elle n'était pas. Le dernier pays qui est rentré, je parle là-dedans, c'est le Soudan du Sud, parce qu'on a fait un référendum et le Soudan s'est séparé. Bien alors, il a des tas de difficultés, mais en tout cas, il est indépendant depuis 2011 aussi. Et donc, c'était le 193e État. Et ceux qui nous repartissent, c'est les toutes petites îles. Je ne sais pas quoi, même les Kiribati, ils sont. Maintenant, tous les pays sont membres de l'ONU. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de questions là-dessus. Et la deuxième question, c'est... Ah oui, le machin. Oui, le machin, c'est vrai que malheureusement, cette phrase de De Gaulle, c'est la phrase de Jean-Marc Scheul est un peu oubliée, celle de De Gaulle sur le machin, elle reste dans beaucoup d'esprits. Et c'est vrai que, moi j'ai bien vu, dans l'administration française, c'est un peu la même raison pour laquelle le sommet de l'avenir est un peu passé par perte et profit dans la presse. L'ONU n'a pas une grande... est vue comme quelque chose d'inefficace, etc. Et alors, c'est vrai que le verbiage de ce pacte de l'avenir me dérange parce qu'il accrédite cette thèse que l'ONU parle sans agir fortement. Mais cette idée de l'ONU, elle n'est pas du tout partagée ailleurs. Moi, j'étais le patron des opérations maintien de la paix. Il y avait un énorme département, 3000 personnes. Il y avait les Royaumes-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Brésil envoyaient des cas de très, très grande qualité parce que pour eux, l'ONU avait une beaucoup plus grande valeur, malheureusement. Et je pense qu'en France, on est encore avec cette idée, l'ONU et le machin. C'est malheureusement resté dans les États, dans les esprits. Je vais vous taquiner, il y a une association française de l'ONU, alors il faut que vous soyez extraordinairement combatif là-dessus. C'est ça, alors elle s'appelle l'association française, elle s'appelle l'AFNU, Association française pour les Nations Unies, qui est présidée en ce moment par Jean-Maurice Ripper, avant par Bernard Millet. Et qui est pour but de faire connaître l'ONU. C'est pour ça qu'on essaye de prêcher la bonne parole dans toutes les enceintes où on nous accepte. Une autre question, oui. Pardon, excusez-moi, parce que moi, de toute façon, je vois mal avec Bonjour, monsieur. Je ne sais pas s'il s'agit d'une question un peu latérale, mais vous parliez sur l'importance de l'architecture financière globale. Comment vous voyez le potentiel rôle du Banque du BRICS? Est-ce que nous sommes devant un changement d'importance, par exemple, vis-à-vis du Banque mondiale ou pas? Merci. Alors, il y a eu, surtout l'année dernière, quand le BRICS, comme j'ai dit au départ, c'était 5 pays, c'est rajouté 5 autres pays, on s'est dit il y a une tendance pour aller vers le BRICS. Mon sentiment, c'est que, parce que quand on ajoute le PNB de chacun des membres du BRICS, il y a la Chine, l'Inde, etc., le Brésil, ça fait presque plus de la moitié du PNB mondial. Donc, on dit que c'est très important. Mais néanmoins, pour le moment, le BRICS, moi j'ai bien vu les décisions qu'il prend. Pour le moment, elles sont très, très menues, très mesurées. Alors, évidemment, ils cherchent à s'opposer, à défendre une vision de la mondialisation différente de celle de l'Occident. Mais pour le moment, alors ils ont créé une banque, elle s'appelle New Development Bank, présidée par Mme Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil.
Mais quand on regarde, et puis la BA2I, la banque d'investissement en Chine, mais quand on regarde les montants de ces banques, c'est 1/100e ou 1/1000e de la Banque mondiale. Donc ça reste encore des niveaux très faibles. Donc mon pronostic à moi, c'est que bien sûr, le BRICS, c'est très bien qu'il existe et qu'il joue son rôle, mais pour le moment, son poids n'est pas du tout comparable aux grandes institutions type Banque mondiale ou FMI. Pas encore du tout. Merci. Oui, merci beaucoup de cette initiative. Effectivement, faible médiatisation en France du sommet. Je voulais vous demander comment le comité 21, dont je n'ai pas lu le rapport, mais prend en compte et analyse la crise de crédibilité de l'ONU, et notamment dont peut-être une des manifestations tient à des représentations qui tiennent peu compte des valeurs démocratiques. Je crois que l'Iran ou l'Afghanistan président la commission du droit des femmes. Et voilà, donc je voulais savoir comment vous prenez en compte et analysez la crise de crédibilité de l'ONU. Je vais te laisser répondre sur le comité 21, mais juste un mot sur la crédibilité de l'ONU. Je le lis tous les jours. Alors, je regarde seulement Ukraine. Ukraine, on dit l'ONU n'a pas été capable de prévenir la guerre. C'est vrai, mais personne d'autre. Et en revanche, qu'est-ce qui a permis l'accord sur l'évacuation des céréales? C'était le secrétaire général de l'ONU avec la Turquie. Qu'est-ce qui s'est occupé de tous les réfugiés? Le HCR, l'agence de l'ONU, l'UNICEF pour les enfants. Qu'est-ce qui protège la sécurité de la centrale de Zaporizhzhia? C'est l'AIEA, agence de l'ONU. Qu'est-ce qui détermine le droit pour dire que la Russie n'avait pas le droit d'envahir la Russie? C'est la Cour internationale de justice, la Cour de l'ONU. Je veux dire par là que l'ONU, il y a le Conseil de sécurité qui peut être bloqué, mais elle peut être quand même très, très active. Enfin, toutes les agences de l'ONU jouent un rôle quand même majeur, le HCR en particulier. Oui. L'UNRWA, récemment, ce qui a été montré sur l'UNRWA, qui est donc une des émanations de l'ONU, est éminemment contestable depuis longtemps et a été récemment mise à jour, mise en lumière. Alors, vous avez vu en particulier le rapport qui a été fait sur l'UNRWA. C'est que bien sûr, ça a été reconnu très vite. Il y a eu au sein de l'UNRWA, il y a eu 12 personnes qui ont été vues comme complices de l'attaque du Hamas, et ça c'est clair, mais 12 personnes sur 1500 personnes de l'UNRWA. Pour le moment, je crois que tous ceux qui ont été sur place à Gaza savent que l'UNRWA joue un rôle absolument majeur pour la survie des Palestiniens. Et évidemment, dans l'UNRWA, il y a, alors j'aime pas le terme, enfin, des personnes qui sont très mal comportées. C'est vrai que, comme elle emploie beaucoup de personnels locaux, forcément, il y a eu ça. Donc, mais l'UNRWA a fait le ménage dans son sein, et s'il n'y avait pas l'UNRWA, ça serait des milliers de morts en plus, hein, ça c'est clair. Donc, et c'est vrai que, vous l'avez dit, Iran ou Arabie Saoudite sont parfois élus dans des comités, des sous-comités des droits de l'homme. Ça, c'est le problème de l'ONU, un pays, une voix. Oui, ça c'est une réalité, bien sûr. Alors, pour répondre je suis un peu embarrassée pour répondre à votre question parce que moi, j'anime le débat en tant que présidente de l'Institut d'études avancées, mais effectivement, je suis fondatrice du comité 21 et on a associé le comité 21 à cette matinée. Alors, nous n'avons pas, notre objectif, nous, au comité 21, n'est pas d'avoir une opinion sur l'ONU, si vous voulez. Nous, en revanche, notre combat, ça a été depuis 30 ans, puisque nous avons 30 ans cette année, que nous allons fêter ça, je suis en train d'inviter là, en janvier prochain. Notre combat, ça a été de demander ou faire pression, vous choisissez l'expression que vous voulez, au pouvoir public, d'emmener des collectivités locales, des organisations non gouvernementales et des universités, justement dans les délégations officielles, dans toutes les conférences. Et c'est pour ça que dans toutes les conférences, depuis finalement le début, nous avons joué un rôle important à Johannesburg, nous en avons joué évidemment à Paris, on avait une délégation dans toutes les COP climat qui ont suivi, en l'occurrence l'accord de Paris. Nous emmenons nos membres, c'est-à-dire parce que le comité 21 est formé de 5 collèges, donc d'un collège collectivité, d'un collège entreprise, d'un collège université, d'un collège ONG et d'un collège avec des citoyens, donc des individualités. Donc nous organisons et
comme on connaît effectivement bien l'enceinte, on emmène tous ces gens-là et même on les distribue dans les colloques ou dans les interventions pour qu'ils puissent entendre leur voix. Donc c'est ça, si vous voulez, notre combat. Alors, si vous me demandez à titre personnel ce que j'en pense, moi je partage en gros l'opinion qui vient d'être émise que c'est pas parce qu'il y a effectivement une inertie au Conseil de sécurité à cause du veto et d'autre part quelques scandales dont il faut quand même relativiser l'importance, que l'ONU doit être vilipendée, en particulier d'ailleurs par les membres du Conseil de sécurité que nous sommes. Donc ça me paraît très important. Ce que, enfin, moi l'expérience que j'ai, mais elle en a beaucoup plus que moi, c'est qu'on ne se rend pas compte dans des pays pauvres de l'importance de l'ONU et de l'importance des agences de l'ONU. Parce que certains pays sans les agences de l'ONU, je parle en particulier les agences alimentaires, le programme alimentaire mondial ou les agences de développement ou les agences d'environnement, certains pays ne survivraient pas. Voilà. Et d'autre part, il y a quand même toute une organisation de plus en plus importante de secours humanitaire et il y a eu des sessions sur l'humanitaire à l'ONU. Il y a l'organisation de secours d'urgence. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a les casques bleus, je veux dire, avec l'ONU, donc une force armée. Moi, je regretterais toute ma vie que l'extraordinaire proposition de Gorbatchev sur les casques verts n'ait pas été suivi d'effet. Gorbatchev avait proposé que l'ONUS, qui est dotée de casques bleus, se dote de casques verts, c'est-à-dire d'une force d'intervention environnementale, étant donné qu'il avait effectivement tout à fait bien entendu les avertissements des scientifiques et maintenant nous y sommes, comme chacun sait. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très dommageable. Par ailleurs, ce que je voudrais dire, et ça sera le mot de passation sur l'autre table ronde, c'est qu'on ne se rend pas compte de la diversité d'opinions. J'avais invité Olivier de Schutter, qui n'a pas pu venir parce que lui-même est encore à New York, qui a sorti, donc, alors Olivier de Schutter, c'est donc en l'occurrence, il est rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et sur les droits de l'homme. C'est quand même un poste important. Et il a sorti un rapport qui, en l'occurrence, remet totalement en cause la croissance, je veux dire, le concept de croissance. Alors qu'effectivement, la croissance, le développement, etc., notre pacte dit, bien entendu, le droit au développement, à la croissance, etc. Et il a sorti un rapport, je vais vous faire quelques citations, j'aurais voulu qu'il le commente lui-même, et ça c'était pour vous montrer l'extraordinaire variété des opinions et le fait que l'ONU est quand même une caisse de résonance et d'échange. Je cite, « Pendant des décennies, nous avons subi la même recette éculée. » C'est quand même un membre de l'ONU qui dit ça, hein, enfin responsable. « Faire croître l'économie d'abord, puis utiliser la richesse pour lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas simplement mal avisé, c'est dangereux. Au nom du PIB, nous poussons notre planète et ses habitants au bord du gouffre. » Donc ça, c'est une des citations. Autre citation, en l'occurrence, la croissance hégémonique pensée comme condition préalable à la création d'emplois et au financement des services publics et des politiques sociales est un mythe qui conduit à la destruction de l'environnement et une hausse des inégalités. Dans les pays riches, la croissance ne parvient pas à réduire la pauvreté, les inégalités, ni à créer des emplois, et elle pousse à transgresser plusieurs limites planétaires. Donc en fait, il défend une économie post-croissante qui ne rimerait ni avec austérité ni avec récession. Alors c'est là que ça devient compliqué, hein, parfois, qui serait moins orienté sur la recherche des profits. Et le rapport a identifié 5 priorités: stimuler l'économie sociale et solidaire, démocratiser le travail via la représentation syndicale, partager l'emploi et réduire le temps de travail, lutter contre le consumérisme en interdisant par exemple la publicité et l'obsolescence programmée et fournir des services de base universels, logement décent, alimentation nutritive, eau, énergie, transport, accès au numérique. Voilà.
Et d'ailleurs, il propose pour financer tout ça d'augmenter la taxe sur les successions, sur le carbone et l'impôt sur la fortune, etc. Bon, donc, je veux dire, c'est le programme du nouveau Front populaire, ça, je veux dire. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, l'ONU est une enceinte où il y a différentes voix et où, à un moment donné, dans les conférences, ces voix non seulement se rencontrent, mais se confrontent. Évidemment, il y a des arbitrages par les États, mais c'est un organisme très vivant. Et voilà, enfin, tu voulais poser une question, pardon. Oui, merci monsieur l'ambassadeur pour cette présentation du sommet de l'avenir, c'est très instructif. Je suis très content de vous retrouver parce qu'on a eu l'occasion de collaborer quand je m'occupais d'un centre de la Banque mondiale dans les années 2000 à Marseille et vous avez apporté un appui considérable. Mais ma question est la suivante. En vous écoutant, et en écoutant également les propos de cette personne sur l'écran, j'ai eu l'impression quand même que ce rapport, ce pacte sur l'avenir, pourrait être ce qu'on appelle un milestone dans l'histoire des Nations Unies et dans l'histoire en fait de l'humanité au cours de ce qui vient des décennies que nous vivons, pour deux raisons finalement. Enfin, trois raisons. La première, c'est qu'il y a quand même une affirmation véritablement du long terme, avec cette prise en compte des générations futures. Même si tout ça reste, comme d'habitude dans les discours de l'ONU, quelque chose des vœux, avec il y aura un suivi. Mais j'ai l'impression que ce suivi, il peut se faire précisément parce qu'il y a cette mobilisation bottom-up. C'est-à-dire qu'il y a les collectivités territoriales, il y a la jeunesse, et tout ça est en partie rendu possible par finalement ce que les technologies numériques et de la communication finalement aujourd'hui apportent. C'est-à-dire que ça irrigue l'ensemble des esprits au niveau mondial pour faciliter ce suivi au niveau concret, quotidien, opérationnel, un peu partout dans le monde. Donc, est-ce que vous pensez que pour ces raisons-là, ça peut effectivement être un peu une étape importante, un peu un milestone par rapport à l'histoire que vous avez connue de l'ONU et la façon dont vous voyez l'avenir? Réponse oui, parce que quand même, alors c'est un peu beaucoup des vœux pieux, etc., mais quand même plusieurs éléments importants que vous avez soulignés. D'abord, c'est la volonté de l'ensemble des pays. Les 193 pays ont participé à l'élaboration de ce pacte pour montrer, pour discuter du futur et de la gouvernance mondiale, c'est au sein de l'ONU qu'on le fait. Premièrement, c'est bien. Deuxièmement, l'ONU, et ça a été reconnu par le pacte, alors à la fois s'intéresse à beaucoup les autres acteurs, jeunes, sociétés civiles, collectivités locales. Troisièmement, on reconnaît à l'ONU le rôle de s'intéresser aussi aux grands sujets mondiaux. Bien sûr, climat, numérique, c'est la première fois que l'ONU se prononce sur le numérique, quoi. Tous les grands sujets émergents, et ben, où est-ce qu'on peut parler de gouvernance mondiale d'un sujet émergent? C'est à l'ONU. Donc tout ça, ce sont des milestones, enfin des étapes qui sont très importantes pour redorer le passage, le rôle de l'ONU. Voilà, alors, comme c'est l'ONU, c'est jamais parfait, donc c'est un peu trop verbeux, mais les directions sont bonnes. Et peut-être je répondrai juste un tout petit mot sur le texte que tu disais d'Olivier Schutter sur la croissance ou pas. C'est différentes propositions sur la lutte contre sur les différents points. J'étais d'accord, mais un point sur lequel il faut quand même souligner, c'est que c'est quand même la croissance qui a permis, ça, les chiffres sont très clairs, d'enlever de ces 20 dernières années au moins de l'ordre de 1 milliard de personnes, de les élever au-dessus du seuil de pauvreté. Je rappelle, le seuil de pauvreté, c'est 2 $ par jour par habitant. Eh ben, ces chiffres sont très clairs. Les chiffres de l'ONU, du PNUD en particulier, montrent bien que ces 20 dernières années, il y a plus d'1 milliard. Alors, ça essentiellement en Chine, en Inde, Pakistan, Indonésie, 1 milliard de personnes sont sorties du seuil de pauvreté. C'est quand même... Et la croissance y est pour quelque chose. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais d'abord te remercier très chaleureusement. J'espère que tu peux rester avec nous. Voilà.